Madame la présidente du Cercle des Amis de Colpart, je cite, « Quand je vois que ma bibliothèque ne signifie plus rien pour personne, j'ai peur. » Cette phrase de Philippe Solers me hante. Prendre Maria van Rysselberghe comme sujet d'une biographie m'a été suggéré par Mady Roussilla en 2002, après la parution du Marcel Jouandeau, Le Diable de Chaminadour. Comme à l'évidence, bien des données se trouvaient à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, je me suis tourné vers le conservateur en chef, François Chapon, et il m'a dit, cher ami, une seule clé, aller à Bruxelles, voir mon amie Adrienne Fontenas. Sur le chemin de la Belgique, l'Égidien m'avait conseillé de rencontrer Cornel Médère dans le Grand-Duché de Luxembourg. Le directeur de la revue Galerie m'a tout appris sur la prestigieuse famille Mériche et a su me faire comprendre que la vie d'Aline Mériche, grande amie de notre héroïne, n'avait pas été un long fleuve tranquille, comme la plupart des vies d'ailleurs. Cornel Médère est retenu loin de nous pour des histoires de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Adrienne Fontenas habitait Anvers. Et Anvers n'est pas à côté des archives, des bibliothèques et des musées de Bruxelles. Qu'à cela ne tienne, venez à Bruxelles, nous logerons chez ma fille. Notre berline, de fabrication allemande, nous sommes européens, n'est-ce pas? Casés en surnombre dans un parking privé, nous avons séjourné une longue semaine chez monsieur et madame Trouvois. Monsieur Trouvois représentait alors le royaume de Belgique en Égypte. Ce que je ne savais pas, c'est qu'Adrienne Fontenas avait squatté ce logement sans le dire à sa fille. Cette dernière l'a pris par la suite, ce qui valut à la grande et regrettée bibliophile belge quelques remontrances. Adrienne Fontenas, puissance de l'amitié, les portes s'ouvrirent, ses amis tous délicieux vinrent dîner. Durant ces 10 jours, je butinais au mieux. Je me souviens, la matinée se terminait, j'avais consulté un dossier, des documents qui suivaient, et il y avait un manque. Toujours, comme toujours, c'est le plus intéressant qui manquait. Et alors j'ai eu droit à cette remarque. « Cher monsieur, excusez-nous pour ce manque. Bonaparte est resté trop peu de temps ici pour que nous ayons pu nous imprégner de la rigueur napoléonienne. » Je ne sais pas si c'était très spontané, il devait le servir de temps en temps. Puis, de retour à Montluçon, où j'avais durant 40 ans exercé l'ORL, nous sommes en 2003, à ce moment-là, je pris mon téléphone pour prendre contact avec un témoin clé, Catherine Gide, la fille d'André. J'étais très intimidé, la chirurgie des sinus nous prépare mal à une conversation avec la fille d'un prix Nobel de littérature. Mais très vite, ne m'appelez pas madame, appelez-moi Catherine. Bien. Mais Catherine habitait la Suisse, venait 1 ou 2 fois par an à Paris, pas plus, et les précieuses archives gidiennes étaient à Cabris, sur la Côte d'Azur. Je cite où je passe les 3 mois d'été, me précisa-t-elle. Nous étions en décembre. Lors de cet entretien, je me souviens, Catherine posa un instant le téléphone pour vérifier, je crois, une adresse, et son mari, Peter Schneider, prit le combiné et me glissa, sans qu'elle entende, je crois, « Avec ma femme, cher monsieur, il vous faudra être patient. » J'ai rencontré 2 fois Catherine Gide à Paris longuement, le 10 octobre 2003 et le 13 février 2005, et le meilleur portrait de Maria dans mon livre, c'est celui de Catherine. « Ah, je suis impatiente de lire ce que vous écrivez sur ma grand-mère. » J'envoyai quelques brouillons informes. On m'adressa de Cabris 2 kilos de lettres photocopiées, des photos. Je pense que Peter Schneider fit alors de son mieux pour me rendre service. Puis il fallut bien aborder les folies sentimentales de notre héroïne,
Et là, je pense que Catherine Gide prit peur. Je cite « Que va écrire cet escogriffe à moustache sur ma grand-mère » Peut-être connaissait-elle cette phrase d'un auteur de chez Gallimard. « Ce n'est pas parce que j'ai l'air d'un bandit que je n'en suis pas un. » Catherine Gide me fit comprendre qu'il fallait tout arrêter. J'abandonnais tout en 2005. Et Catherine Gide reprit contact avec moi dans l'année qui suivit, se dit apaisée, assurée et se montra amicale et charmante. Je fus ensuite accaparé par le travail difficile de la correspondance joindre-Paulan. Mes deux compères ne dataient pas leurs lettres. Voilà, il m'a fallu faire donc bien des vérifications, des corrections pour effacer les traces de cette genèse en deux temps. Maria s'est effacée totalement derrière André Gide et ces messieurs de la NRF. Il est donc difficile de faire le portrait d'une femme en retrait. Ma tâche a donc été de pousser Gide sur le côté, et vous comprenez que ce ne fut pas facile. Je vais énumérer rapidement les étapes de la vie de Maria, sans pressurer les faits parlent d'eux-mêmes, et de plus je ne sais pas faire. Je me souviens d'un auteur disant à un critique intarissable, je crois que c'était Jean Amrouche, mais vous savez, je n'ai pas pensé à tout ce que vous venez de nous dire en écrivant mon livre. Marie Monnon est née donc à Bruxelles en février 1866, son père était cadre dans les chemins de fer. On sait peu de choses de ses 20 premières années, mais retenons toutefois que Marie a eu une enfance et une adolescence sans père. Elle avait 5 ans quand son père mourut en 1871. Sa scolarité fait presque débat. Catherine Gide a insisté devant moi sur la fréquentation d'un établissement privé catholique assez strict. D'autres sources affirment qu'elle a été influencée par des enseignantes socialisantes qui prônaient des idées opposées aux précédentes. Augustine de Rottmeiler, qui fit une grande carrière dans l'enseignement belge et à laquelle Maria reste alliée toute sa vie, était, je crois, de ce bord-là. Un fait certain, Catherine affichera tout au long de sa vie un anticléricalisme virulent. 2 écoles, 2 milieux, 2 éthiques, une bourgeoise, rangée, et l'autre avant-gardiste. On retrouve en effet ces 2 faces tout au long de la vie de Maria van Weselberg. J'ai eu très vite la certitude, quand M. Olivier Franck m'a annoncé votre présence, monsieur, que c'est vous qui allez nous dire sur ces moments, tout nous dire sur ces moments bruxellois, couvrant les 20 premières années de Marie Monnon. Après 14 années de veuvage, sans doute pour des raisons financières, je l'ignore, Madame Monnon achète une grande imprimerie de Bruxelles. Ce sera à l'enseigne de la veuve Monnon. Le fait est d'importance, car chez sa mère, durant toute son adolescence, Maria voit avoir défilé à longueur d'année des romanciers, des poètes et des peintres. Pourquoi des peintres chez un imprimeur-éditeur? La mode alors voulait qu'on délaissât l'illustration des livres pour l'ornementation. On dessinait des culs de lampe, des majuscules maniérées, on insérait un frontispice, etc. Une école dominait alors la littérature belge francophone, l'école symboliste. Ses rêves magnifiés, ses images figées, irréelles souvent, ce culte de la tristesse faisait rêver, et tout était rassemblé pour envoûter une adolescence. Marie épouse en septembre 1889 un peintre déjà connu en Belgique, Theo van Rysselberghe, gandois d'origine. Un de ses frères sera un architecte ingénieur, tout aussi doué dans sa partie que son frère peintre. Théo fut un membre actif du groupe des Vins, groupe amené par 2 avocats socialistes, Edmond Picard et Octave Maus. Ce fut l'éternelle chanson, on voulait casser la routine, on en avait assez de l'académisme. La vie et les œuvres de Théo, la vie et les œuvres de ses amis poètes, romanciers, peintres, belges et français mêlés, ne sont pas choses secondaires, elles ont marqué l'histoire des arts européens. Marie Monnon a son portrait peint par Fernand Knopf,
exposées au musée d'Orsay. 7 œuvres de Théo sont répertoriées au même musée. Dans le catalogue de Christie's la semaine passée, pleine page, le portrait par Théo de la petite Denise Maréchal, la nièce de Maria. Elisabeth van Rysselbergh, leur fille unique, née en octobre 1890, on la retrouve tout au long de mon livre. Cette femme a tout effacé de sa vie. On ne sait presque rien d'elle. Je me pose souvent cette question. A-t-elle été heureuse? Se place ensuite l'aventure vers Arène. L'aventure, c'est le mot qu'utilise Maria. Monsieur Caliber nous expliquera, j'en suis sûr, toutes les conséquences de cet amour inachevé. Il me semble que Maria avait avec les hommes des rapports, disons, biaisés. La cause, difficile de répondre. Et c'est très bien ainsi. Remarque que sa vie durant, Maria ait répété qu'elle n'avait jamais pu oublier cet amour inachevé. Voilà qui est très sévère, quoi qu'elle ait pu écrire pour son cher Théo. On peut même penser qu'elle a abusé de ce rappel. Cette aventure sera le thème de Il y a 40 ans, paru dans la Nouvelle Revue Française de décembre 34, janvier 35, édité par Gallimard en 36, repris en 68, et suivi de strophes pour un rossignol et de galeries privées, une série de casse-portraits de ses amis. Elle a placé le sien en dernier. Texte repris en 2005 aux éditions Labor, sous votre direction, monsieur. Puis vint sa relation, encore la passionnelle, avec Aline Mériche. Cette liaison fut un cataclysme dans le circuit gidien. Théo en a beaucoup souffert. Émile et Aline Mériche, vous les connaissez mieux que moi, leurs appuis comptèrent beaucoup pour ces messieurs de la NRF. Soyons directs et disons qu'ils ont signé beaucoup de mandats. La création du Vieux Colombier de Jacques Copeau, la ferme de la Bastide d'Elisabeth van Rysselbergh, l'aura amicale et culturelle de leur résidence de Colpart, le havre de la Messuguière, à côté de Cabris, l'amitié qui les lia à Gide, Martin du Gard, Schlumberger, Kreuthuisen, et tout le versant allemand que nous connaissons mal à Paris. La discrétion de ces grands mécènes européens que furent les Mériche fait que nous avons tendance à minimiser leur rôle. Mais vous connaissez le rayonnement de Colpart. Dans mon livre, j'ai cité les défaillances de la santé d'Aline Mériche. Elle les cachait nullement. Mais le fait majeur de la vie de Maria reste sa fascination pour André Gide. Reprenons, passion pour Théo, passion pour Verhaeren, passion pour Aline Mériche, fascination pour Gide. Maria a-t-elle, sa vie durant, cherché le père, trop tôt disparu? Est-ce stupide d'avancer cette étiologie? Sa passion pour Gide, donc, est peut-être plus pour l'homme que pour l'œuvre. De cette fascination, aux environs 1899, jusqu'à la mort de Gide 1951, naquirent les cahiers de la petite dame, rédigés de 1918 à 51, rédigés dans le dos de Gide, publiés en posthume par Gallimard de 73 à 77, préfacés par Malraux. Ils sont à l'entrée. C'est le livre important de Maria van Rysselbergh. Il représente un extraordinaire panorama de la littérature française de la première moitié du XXe siècle. Et la vie a continué autour de Maria, naissance de Catherine Gide. Gide est le père, Elisabeth la mère. Quelle famille! En 1928, achat du Vanneau, ces 2 logements contigus de Gide et de Maria derrière le Bon Marché à Paris. Le Vanneau fut un indéniable cénacle littéraire durant 23 ans. Il y eut aussi les décades de Pontigny, chers aux universitaires. J'ai voulu m'en moquer, je me suis fait rappeler à l'ordre par notre ami Pierre Masson.
À la suite, je crois, de Cézanne, en gros, le peintre Théo fut attiré par les belles lumières de la Côte d'Azur. Il se fait construire une maison qu'on vient de réhabiliter, la Villa Théo. Elle se trouve à Saint-Clair, une plage de la commune du Lavandou. Saint-Clair, c'est le nom de plume de Maria. C'est un nom ni masculin, ni féminin. Vers 1930, Pierre Herbart entre dans ce groupe. Il avait tout pour plaire, beau garçon, homosexuel et communiste. Il épousa Élisabeth, on frémit, il usait de l'opium, il venait de la sphère Cocteau. La Seconde Guerre mondiale fut pour la petite dame une cassure, de nouveaux visages vinrent au vanneau, les années se firent sentir, Catherine fut mère d'une fille. J'ai dans mon livre insisté sur un point, au fil de ces décennies, une famille a pris forme. Les origines en remontent environ en 1903. Les membres seniors, Gide, Maria, Lou Mériche, et les cadets, appelons-les comme ça, Elisabeth von Rysselberg, Marc Allégret, très cher à André Gide, Pierre Herbart, et la fille des Mériche, la future Madame Viennot. Gide et Maria jouèrent les pères et les mères, puis les grands-parents avec les enfants de Catherine, où était passé le célèbre « Famille je vous hais, foyer clos ». Maria s'éteignit doucement à Caprice, aux Audides, dans la maison d'Elisabeth et de Pierre Herbart en 1959. Voilà esquissé le portrait de notre héroïne, la petite dame d'André Gide. Une parenthèse. Les travaux d'histoire littéraire s'appuient beaucoup sur les correspondances, qui, en apparence, sont de magnifiques documents écrits, et elles ont été abondantes, denses, autour de Gide. Mais faut-il rappeler les fragilités de ces écrits? La complaisance, par exemple. Pour notre héroïne, citons la faille principale, les autodafés, commis par Maria et Aline Mériche, puis par Elisabeth von Rysselberg et André Mériche. Autodafés tous confirmés plusieurs fois de vive voix par Catherine Gide. Et que penser de cette page 785 dans la correspondance Gide-Maria von Rysselberg, je cite, « À quelques exceptions près, toutes les lettres de Maria sont manquantes entre septembre 1934 et mai 1942. » Fin de citation. Dans la correspondance Aline Mériche-Gide, une seule lettre en 1926, une seule lettre en 1927, et pas un mot sur la mort de Théo, décédé en décembre 1926. Pierre Masson est tout à fait de mon avis. On a brûlé beaucoup de papiers dans la famille. Si l'Europe a parlé français, comme le note Marc Fumaroli dans un de ses titres, l'Europe a été durant plusieurs siècles un haut lieu de la littérature. Cette suprématie, l'Europe l'a due à des hommes et à des femmes comme Maria von Rysselberg. Je relis souvent un choix de lettres du XVIIIe siècle sélectionné par Gustave Lançon, accompagnant Rousseau, Beaumarchais, Diderot. On trouve les lettres de la marquise du Châtelet, de la marquise du Défend, de mademoiselle de l'Espinasse, de madame d'Épinay. Les cahiers de la petite dame rappellent ces lettres chroniques des épistolières, des Lumières. Ces dames nous racontent des histoires, cisèlent des portraits, glissent un jugement, amènent l'anecdote. Elles accrochent le lecteur, comme Maria von Rysselberg dans ses cahiers. Lisez mon livre, je le veux bien, mais lisez les 4 tomes des cahiers de Maria von Rysselberg. Voilà, je vous remercie. Je suis pas sûr que je ferai tout à fait ce que mon collègue vient de dire, parce que je trouve que dans son livre, la part belge visible de la vie de Maria von Rysselberg est très bien décrite. Il y en a une autre sur laquelle il
ce serait peut-être intéressant de se pencher un jour, dont nous conservons d'archives et musées de la littérature, des lettres, c'est que ces artistes très libérés sont aussi quand même des bourgeois très concrets. Et Théo comme Maria s'intéressent de très près à la vie de l'imprimerie, aux actions, au déclin de Madame Monon. Et donc nous avons dans nos archives des documents de l'un et de l'autre, c'est-à-dire très amusant. Maria est plus brève dans ses lettres, Théo est toujours très circonvenant, mais au sens positif, concret du terme. Et par exemple, en 19, il écrit pour les histoires d'action, la transformation de l'entreprise, et il donne en même temps des indications très intéressantes sur sa santé, qui décline les 10 dernières années de sa vie. Dont vous décrivez très bien les opérations ratées à Bordeaux. Je vous écris encore une fois de mon lit où le médecin m'a fait remettre hier, car un nouveau furoncle ou anthrax se forme à quelques centimètres de celui dont je suis à peine débarrassé. Si ce nouvel accro ne prend pas un développement trop grand, je serai, j'espère, en état de partir le 30 pour Bruxelles, quitte à me soigner encore quelques jours là-bas. Mais il faut prévoir le cas où je ne serai pas en état de voyager et donc de ne pas être là pour donner ma signature le 31. Dans cette éventualité, qu'y aurait-il à faire? L'acte doit être signé le 31. Puis-je donner une procuration? Et il y a toute une série de lettres comme ça, extrêmement précises, de grands bourgeois gestionnaires de ces biens. À certains moments, c'est elle, enfin, il doit avoir chacun d'ailleurs des actions différentes, même Elisabeth van Rysselberghe a une action. Et on a un petit texte d'Elisabeth van Rysselberghe. Le 19 novembre 18, qui est quand même une date peu commune, Maria écrit « Depuis hier, nous dit-on, la poste remarche directement vers la Belgique. Nous sommes tout gonflés de joie en songeant à vous et suis profondément soulagé. Naturellement, nous songeons à venir à Bruxelles dès qu'on pourra ensemble se déplacer selon les circonstances. Ensemble ou séparément selon les circonstances. On prie les gens de patienter un peu ici, car tout le monde ne peut se ruer à la fois. On peut donc faire des projets immédiats et continue. Et bien sûr, à la fin, je vous redis tout le bonheur que nous avons à vous savoir délivrer. Donc il y a une vie intra-belge qui continue après le déplacement du couple vers Paris, et ce qui est d'ailleurs une caractéristique assez large de ces Belges comme Verhaert, comme Maeterlinck. Mais Verhaert, c'est très clair, il a deux vies, il a la vie à Paris, il a la vie en Belgique. Et je crois que cet aspect-là des relations de Théo et de Maria avec l'entreprise et avec Madame Monon, dans la correspondance, en tout cas, aux gens de l'entreprise, elle ne dit pas ma mère, elle dit Madame Monon. Donc voilà, petite anecdote, mais il y a quand même cette dimension importante, et donc dans le cours des actions est aussi très important pour les revenus. Et par ailleurs, comme l'a très bien dit M. Roussillard, elle naît donc dans ce milieu tout à fait singulier, lié à la décision de Sylvie Descamps, devenue veuve Monon. Et c'est étrange qu'elle ait pris ce nom-là pour désigner l'entreprise, étrange ou significatif, qui va être l'éditrice des revues, l'éditrice de beaucoup de choses, mais aussi l'éditrice des grandes revues littéraires de la Belgique fin de siècle, dont la Jeune Belgique. Et évidemment, à travers ce fait d'être la grande imprimerie culturelle de l'époque, et dans le contexte que vous venez de décrire, avec le passage de l'illustration à une autre forme d'édition dans laquelle va jouer un rôle très important l'éditeur belge Edmond Demand,
sur lequel Adrienne Fontenas a travaillé, et qui sera toujours illustré, enfin, dont beaucoup de livres seront illustrés par Theo van Rijsselberghe. Donc on est là devant une galaxie, à double rotation d'ailleurs, celle de Bruxelles et de la Belgique et celle de Paris, puisque à partir des années 90 et de la fin des années 90, on se trouve d'un côté comme de l'autre pour la plupart. Et donc à travers cette vie de l'imprimerie Mon Nom, Maria va rencontrer cette génération littéraire fulgurante qui, 70 ans après l'anniversaire de la création de l'État belge moderne, va produire une littérature reconnue au niveau européen, extrêmement singulière, extrêmement subtilement différenciée, ou plus ouvertement selon les cas, par rapport à la France. Et dans ce vaste dispositif, où bien sûr le Salon des 20 constitue à Bruxelles l'événement qui secoue en termes de peinture les traditions, et qui vont de pair, comme l'écrira très bien Verhaert dans la monographie qu'il consacre à Ensor en 1909. Verhaert écrit que le combat des peintres pour la lumière allait de pair avec le combat des écrivains pour la liberté du vers et de la littérature. Ce second chapitre de la monographie sur Ensor, comme le premier sur Ostende d'ailleurs, sont des pages admirables, parce que Verhaert en fait est aussi un très grand prosateur, ce qu'on a forcément tendance à oublier, puisqu'il est connu essentiellement comme poète. Et donc c'est cet univers dans lequel Van Rijsselberghe débarque, enfin fait partie et débarque, parce que Van Rijsselberghe est parti plusieurs années au Maroc. Et la correspondance de Van Rijsselberghe à Verhaert sur le Maroc d'avant le protectorat français de 1912 est très intéressante en termes de description. Et donc, comme elle le dit dans un de ses textes, Maria va connaître Verhaert avant Théo, puisque Théo est dans l'air des choses, mais n'est pas en Belgique, mais au Maroc pendant tout un temps. Verhaert et Théo étant vraiment des potes. Ce sont des amis profonds, amitié qui ne s'est jamais démentie, sinon pas. Donc ça, c'est le contexte général dans lequel va se situer l'aventure. Moi, je n'aime pas ce mot pour la chose. Oui, c'est bizarre. Parce que c'est vraiment tout, sauf une aventure. Alors, bon, vous avez raison, c'est aussi peut-être une façon de dire les choses quand c'est très profond par rapport au public et non pas par rapport à soi-même. Mais il se passe quelque chose de singulier. Maria est à la mer avec la petite. Verhaert ne va pas très bien, il doit prendre l'air. Et il était prévu que les deux couples, puisque Verhaert s'est marié 1 an après Maria van Rijsselberghe, qui était où, se retrouvent sur la côte belge qui n'est absolument pas comparable à ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a pas de digue. On est à Knock, il y a toujours aujourd'hui Knock Village, et Knock Village c'est la gare. De la gare à la plage, encore aujourd'hui, à pied, c'est une trotte. Et entre Knock Village et la mer, il n'y a que des dunes, du sable et de ci, de là. Des petites maisons qui flottent dans le vent. Et c'est dans une de ces maisons donc, que Maria se trouve avec la petite, une servante de sa mère et Émile. Théo n'ayant pas pu venir parce qu'il doit aller à Londres, et Marthe Verhaert n'étant pas là non plus parce qu'elle n'est pas très bien. Donc ils vont se retrouver là pendant 1 mois, dans l'immensité perdue, sans voisins. Et avec quelque chose d'antérieur, non seulement en termes de connaissances, mais dans les textes dont je parlerai tout à l'heure, elle dira clairement « Je ne savais pas que je l'aimais. Je le connaissais depuis longtemps, je ne savais pas que je l'aimais. » Donc ils vont se retrouver là, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est d'une intensité colossale, mais vraiment colossale, liée en plus aux lectures, au sable, au vent, à l'espace.
c'est tout à fait différent d'aujourd'hui. C'est vraiment l'espace des dunes, des sables où il n'y a rien. Et ça ne va pas jusqu'au bout, mais à la limite, ça a été plus loin que jusqu'au bout. Et cette aventure, donc qu'elle considère comme le moment de sa vie, en tout cas de ce qu'elle écrit, va faire l'objet, en 1934, d'un texte qu'elle soumet d'abord à Martin Dugard, puis à Gide, puis à Schlumberger, et qui est un des bijoux de la langue française et un des deux plus grands textes de la littérature féminine belge du XIXe siècle. Texte très tardif, puisqu'écrit après le XIXe siècle, mais c'est un texte qui relate les faits du XIXe siècle et qui relate quelque part toute l'histoire de cette génération. Elle le publie sous pseudonyme, j'y reviendrai en fin d'exposé, et elle le fait après la mort de Théo en 1926 et après la mort de Marc Gerard en 1931. Disant clairement dans le texte, maintenant, je peux l'écrire puisque je ne meurtrirai plus personne. N'y aurait-il que ce texte, elle est un des grands écrivains de la langue et un des écrivains majeurs de notre pays. C'est un fait. Et en même temps, ce qu'il y a donc dans ce petit volume où il y a 3 textes, donc, il y a 40 ans, les strophes pour un rossignol et les galeries de portraits, c'est, je pense, quelque chose de différent de ce qu'il y a dans les cahiers. C'est aussi ce qui est fascinant quand on lit votre livre, c'est que vous avez très très bien décrit et écrit la face visible, lisible du destin public, du destin mondain, du destin privé, mais pas au sens des secrets d'alcôve, de Maria van Rysselberghe. Et en même temps, il y a ça qui est à part, ou qui est comme un contrepoint. Alors je commencerai par la fin. Elle termine en effet sa galerie de portraits dans un livre qui n'est pas signé de son nom, par... ça n'a pas de titre. Je vais faire une assez sotte chose, dit Montesquieu, c'est mon portrait, je le connais assez bien. Comme dans tous les portraits qui se trouvent dans ce livre, elle a une puissance de description, en tout cas pour elle, pour Théo et pour Verard, description du visage, de description de la singularité des yeux et de la singularité des bouches. Je me suis dit en préparant cette communication que j'allais un jour me remettre à faire un article sur elle et sur les similitudes et les différences entre les portraits qui jalonnent ce volume. Ce qui m'intéresse par rapport à mon propos, même s'il y a beaucoup de choses à dire dans ce portrait d'elle-même, où elle dit aussi clairement, c'est dans les portraits du XVIIIe, vous avez cité d'autres strates, et plus encore parmi les portraits d'hommes, qu'on lui, c'est-à-dire qu'on me découvrirait le plus aisément une parenté. Mais dans le cœur du portrait, elle se définit avec un tout autre style que l'ensemble du portrait, où il y a des phrases, des sortes d'aphorismes, sage dans la conduite de sa vie et capable de folie. Beaucoup d'indépendance et parfaitement tyrannisée par son cœur. Prenant un certain plaisir à sa personne et n'aimant que ce qui diffère d'elle. Ce qui est évidemment intéressant par rapport notamment à tout le travail qu'elle va faire par rapport à Gide avec les cahiers. Et si je cite ces quelques phrases, c'est qu'elle fonctionne sur une sorte de mouvement binaire, avec une dominante et toujours une mineure. Mais une mineure qui est aussi consubstantielle à la personne que la partie la plus visible. Et je crois que ces 200 pages correspondent justement à ce contrepoint de la face la plus visible. Donc elle termine par son portrait, il y a une série de croquis d'écrivains jeunes, dont Albert Camus,
et Henri Michaud, lui aussi qui fut un hôte de Colpac, et elle termine les grands portraits par celui de Théo. Portrait remarquable, plus on le relit, mais qui n'a pas le même mouvement, le même type d'émotion que celui qui concernera Verhaert. Le portrait est évidemment dédié à Élisabeth, et ce qui est très curieux, c'est que l'exergue vient de Paul Valéry, qui écrit « Posséder, c'est ne plus y penser, mais perdre, c'est posséder indéfiniment en esprit. » Perdre, c'est posséder indéfiniment en esprit. Et elle met cela pour le portrait de son mari. La phrase, en un certain sens, et on le voit bien dans votre livre, correspond peut-être à quelque chose de ce qu'a vécu Théo par rapport à elle, mais me paraît absolument correspondre à ce qui s'est passé en elle, comme type de possession jamais remise en cause, par rapport à Verhaert, possession qui n'aura pas été physique. Je pense que... peut-être qu'il vaut mieux, je ne sais pas trop. Ce qui est très intéressant dans le portrait de Théo, notamment, elle dit « Théo n'avait point d'envers ». Alors justement, elle, où il y a toujours majeur et mineur, Théo n'avait point d'envers, et vous le confirmez d'ailleurs dans votre livre. Il était tout à l'endroit, aussi l'envers des autres, n'éveillait-il en lui aucun intérêt, aucune curiosité. Il aimait la société des femmes, et elle décrit assez bien son rapport au néo-impressionnisme dont il est un des plus grands peintres, après Seurat, et surtout un de ceux qui y a travaillé le plus longtemps, et notamment qui est arrivé à des choses remarquables dans l'art du portrait à partir de cette technique. Elle écrit « Ne serait-ce pas parce que le métier tyrannique du néo-impressionniste satisfaisait sa rigueur tout en la limitant, qu'il lui fut redevable de quelques-unes de ses meilleures toiles. » Donc, elle a l'œil. Elle a l'œil, elle a visiblement beaucoup de respect pour lui, mais l'homme de sa vie, c'est l'autre. C'est l'autre avec qui elle a vécu plus ou moins un mois et qu'elle va continuer à rencontrer dans la vie mondaine. Le portrait que Van Rysselberghe fait en 1903 de la lecture, Verhaert lit avec Gine, avec Maeterlinck, elle n'est pas dessus. Ce qui est quand même surprenant au niveau de l'organisation du portrait, mais enfin, ce n'est qu'une femme, dirait-on à l'époque. Et donc, la galerie de portraits s'ouvre par le portrait de Verhaert, suivi de celui d'Edmond Cross, qui est le peintre par lequel ils vont tous filer vers le Lavandou. Et le portrait commence par « Verhaert est une figure qui se présente de face et qui ne prête pas aux méprises d'interprétation. Son art, sa pensée, son comportement sont d'une seule trempe et la vie n'a cessé de consolider l'unité consciente de sa forte personnalité. Tout en lui consentait à tout de lui. Il a accompli cette chose difficile de ressembler vraiment à soi-même. » Très remarquable, et qui va se décliner de façon très, très intéressante, même jusqu'à aujourd'hui. La lecture de ce portrait de Verhaert, c'est comme le texte de Mallarmé sur Péléas et Mélisande, ça n'a pas vieilli d'une ligne. Et on voit évidemment, elle dit tout en lui était lyrique, mais le texte de Maria van Rysselberghe, malgré sa maîtrise, est sans doute aussi un des plus lyriques qu'elle ait écrit dans l'ensemble des portraits qui composent ce volume. Elle décrit sa poésie, elle décrit aussi le besoin de sincérité qui était chez Verhaert et qui est véritablement un des problèmes de ce qui s'est passé à Knokke, dans la plage. Verhaert avait non seulement le besoin de la sincérité, il en avait la volonté et l'ivresse. Il en aura donné toutes les nuances, la délicatesse, la brutalité, le pathétique, le comique. Mais quoi qu'on sût de lui, sa franchise arrivait à étonner par sa soudaineté,
sa nudité, sa naïveté. Et elle poursuit, et elle va retenir 2 mots pour lui. Dans ce long portrait, c'est le plus long, je pense, ou un des plus longs. Fou et clair. Et elle insiste fondamentalement sur le mot clair, en disant qu'il est celui qui définit le plus cet homme dont elle écrit. Il crée une soif que le vin le plus fort peut seul étancher. Pas mal, hein? Pas dû se passer quelque chose, hein? Et elle dit, le mot clair est le mot le plus proche de son cœur. Il y vit tout à côté de fervent, et lui comme un rayon d'argent dans son œuvre, où tant d'outrances et de ténèbres sont accumulées. Je terminerai là-dessus, je l'ai dit, mais enfin, dans Saint-Clair, il y a Clair. Et je pense que ce n'est pas un hasard qui viendrait de là. Donc on a une portraitiste remarquable, je pense qu'au XXe siècle, peu de gens ont tracé des portraits d'écrivains aussi précis, aussi forts que Maria-Van Rysselbergh. Cette Maria-Van Rysselbergh qui, pendant la guerre, vous l'avez dit, la guerre est une épreuve. En plus, j'y pars sans elle en Tunisie. Et durant ces années, au tournant de la guerre, en 1943, elle écrit un texte qui n'est peut-être pas le plus parfaitement écrit des 3 strophes pour un rossignol, et qui est un texte fabuleux, un autre. Elle entend le rossignol. Et à quoi va renvoyer le chant du rossignol pendant 7 jours, la nuit? Évidemment, à l'aventure, qui n'est donc pas une aventure. Tu chantes, je crois, dit-elle au rossignol, parce qu'elle s'adresse à lui. Excusez-moi, j'ai un peu froid. Tu chantes durant les premières ivresses de l'amour, point d'interrogation. Je n'ai connu que celles-là, les premières ivresses. Et c'est pourquoi elles sont écrites en moi avec un trait si pur, sans retouche, et sans aucune trace d'usure. C'est remarquable en plus. Et puis, vers la fin des strophes de Rossignol, elle revient vers lui. Mon cœur battant trop fort dans cet engagement passionné, plus fort que le désir. Et ce silence des dunes, où l'amour abordait. Là-bas, au pays de mon indicible réalité, c'est-à-dire la Belgique et son amour pour Verlaine. Là-bas, tout est sombre. Vous savez ce qu'elle a écrit sur le clair chez Verlaine. Le vent siffle, qui courbe le chardon bleu des sables, et la marée est basse. Je crois l'entendre Brel. Ah, qu'elle fut haute un jour. Donne-moi ce soir tes accents les plus graves, sur lesquels ton archer semble prendre appui, et ses sons brefs et secs, comme des coups à la porte. Et j'en arrive au 3e texte, le premier, il y a 40 ans, texte d'une 40aine de pages, admirablement écrit, admirablement construit, qui s'encadre de 2 textes en italique et d'une citation des cahiers d'André Walter. J'aimerais qu'au-delà du temps, le souvenir de mon bonheur demeure. Nous en parlons aujourd'hui. C'était en 94. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la fin va désigner l'homme de la passion absolue et que l'introduction, elle, désigne métaphoriquement son cœur à elle à travers la description de la petite maison de la dune. C'est toi qu'il me faut évoquer d'abord, petite maison sur la dune. Tous tes bruits sont restés en moi comme celui de la mer dans les coquillages. Ton escalier de bois gémissait sous le pas le plus léger, le vent marin faisait trembler tous tes agrès, le moulin d'en face.
tournait avec des craquements de voilure et par les nuits de lune, ses ailes rayaient la blancheur de grandes ombres alternantes. Fragile abri qui vibrait, comme un être en émoi, je te confonds avec moi-même. Nous sommes le lieu pathétique de cette histoire, histoire d'un court moment, d'un accord tel que sa résonance s'est prolongée tout au long d'une vie. Au final, donc après la narration, où elle a simplement changé les prénoms, Hubert c'est Émile, Antoine c'est Théo, pour le reste c'est un récit autobiographique. Mais il a un autre ton, celui de l'autobiographie. Le cœur, où si pesamment tu as marqué tes pas grands d'ombre, a pu reverdir encore, et sans doute d'autant mieux. Mais personne n'a pu occuper toute la place que tu avais prise, personne n'était de taille, personne n'avait ni cette exigence, ni cette profusion. Puisque seul je survis, puisqu'après tant d'années mes souvenirs peuvent voir le jour, sans plus rien meurtrir autour de moi, je te les donne, chère ombre, je n'ai rien récolté de plus beau à t'offrir, et la soif que tu m'as laissée, elle est à toi encore. Le rythme de cette phrase, c'est un vers de Vera. Pour te sentir, même à travers la mer, un mort encore. Alors à l'intérieur de ces deux textes qui enserrent le texte, on a une narration qui suit le cours du temps et qui est balisée, l'arrivée, les lectures, le soir ils lisent dans la table avec les lampes de l'époque, et ces lectures, c'est la forme, c'est Baudelaire, c'est Flaubert, c'est un recueil du poète, et l'ensemble des phrases qu'ils se disent sont évidemment des métaphores et des incitants au désir. Dans cette maison qui est si bien décrite au début, vont comme toujours arriver des éléments de l'extérieur. Une amie hollandaise qu'on conduit à la gare. Le frère de Maria, qui est en procédure de divorce et qui essaie de pincer sa femme en constat d'adultère. Vous voyez un peu évidemment le choc de ce que cela entraîne en eux. Bon. Puis l'arrivée de Marthe Verard, qui s'appelle Agnès. L'arrivée de Théo, qui comme toujours ne voit rien, mais met de la bonne ambiance. Et puis on reconduit Maria à la gare, et on reconduit Théo à la gare. Et puis ils partent l'un et l'autre vers l'autre côté de la côte belge, Furnes, Nieuport, là où se passe, depuis la période espagnole, les processions des pénitents. Et c'est dans ce contexte qu'aura lieu l'adieu entre les deux amants, plus que jamais passionnés, qu'elle décrit, comme toujours, très brièvement, mais d'une façon extrêmement forte. Lui dit « Je sais que tu ne pourras pas m'oublier, moi non plus. Tiens, tu seras dans mon cœur comme cette petite vierge dans sa niche, que nous avons rencontrée sur la route accrochée à un arbre. Peut-être m'éprendrai-je encore ailleurs, toi aussi, ma douce. » Bon. Formule extraordinaire un peu plus avant dans le texte. « Je me sentais enivré, écrit-elle, par-delà toute joie et toute douleur. Petit à petit, notre amour retrouvait son langage, ses habitudes. Ah, couleur insaisissable de cette concordance parfaite qui faisait ce double sourire, cette fusion sensible. Cette fusion sensible. Alors, le pseudonyme, sur lequel, jusqu'à notre édition,
Le texte a circulé, bien qu'on savait quand même que c'était elle. Est-ce que ce ne serait pas la transcription abstraite de ce moment unique de sa vie et de ce qui a continué à les lier? M, c'est Maria. Ça peut être monsieur. Monsieur Sinclair, c'est évidemment un renvoi aux plages. Mais il y a quand même l'affirmation fondamentale de ce Clair qu'elle considère comme un des enjeux majeurs de leur art, et qui était par ailleurs un des enjeux de la peinture de Théo, c'est-à-dire la clarté de la lumière sur la toile. Ça me paraît, mais c'est, j'avance ça, je l'ai jamais écrit. Ça me paraît renvoyer à l'orare. C'est une sorte de saint en elle, qu'évidemment la non-consommation, la brièveté du temps qu'ils ont vécu, a pu construire, a pu renforcer, et qui donne en effet l'apparence de ce qu'écrit Béatrice Beck, d'un non asexué, et qui est peut-être quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus dissimulé, de beaucoup plus dissimulant, et correspondant à ce qu'est Maria au niveau esthétique, à la différence de Théo. Elle dira dans le portrait de Théo qu'il est profondément dans le réalisme et qu'il ne peut pas aller à l'essentialisation, qui est quand même un des possibles de la langue française, plus que dans d'autres langues. Et en disant d'elle-même, j'espère que je vais retrouver la phrase. Les deux choses. Je ne retrouve pas la citation, mais ou alors c'est chez Théo. Donc c'est vraiment cette question de l'épuration, l'épurement plutôt, du texte vers sa quintessentialisation. Voilà, Théo. Sans doute n'exerçait-il pas toujours la même pénétration sur les éléments de son émotion. N'arrivait-il pas à en maintenir l'essence, à la décanter de l'accidentel, subjugué, irrésistiblement séduit qu'il était par chacun des nouveaux moments que lui proposait la réalité. C'est là pencher vers la vie au détriment du style. Théo ne méditait pas devant son sujet, il s'emballait. Ses émotions étaient profondes et ressemblaient à des coups de foudre. Elle, en revanche, entend décanter. Et elle entend décanter et conserver à l'intérieur d'une vie qui n'a donc, à mon avis, jamais entièrement lâché la Belgique. Et dans le portrait qu'elle donne d'elle-même, et je finirai là-dessus, elle dit un penchant naturel pour l'habitude. Et une vie libre à côté, mais un penchant naturel pour l'habitude. C'est très belge. L'établissement pour tout ce qui peut donner le sentiment de la durée, de la continuité. Et allez pas croire, elle ne dit pas n'aller, et allez pas croire qu'elle ne soit pas sensible à la nouveauté, mais ceci est tout autre chose. Son geste le plus spontané, celui de choisir, d'éliminer pour mieux choisir, et sans beaucoup d'hésitation et rarement avec regret, même dans le relatif. Elle choisit encore. Rien n'est pour elle indifférent. Merci.